soo gisee ma noppi lu yàgg du question dama ragal wala li ngeen ñëw pour ngeen enquête ma pour ngeen enregistré ko xëy na dafa am lu ma ci ragal déedéet même fii ba ci Macky Sall sax du ma ci ragal dara bu leen neexee tamit mun ngeen garder enregistrement bi comprendre nga parce que boo gisee moo jóge fii sama kër papa te xam-xam moo ma fi génnee dama dem ba ci biir ma xaru sax moo nekkoon si sama biir. C'est vrai, nous avons fait des enquêtes sur les violences domestiques et j'avoue qu'il y a des choses que j'entendais seulement parler, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait des choses aussi réelles que les femmes vivaient dans leur chair, dans leur âme, les difficultés qu'elles rencontrent dans ces ménages. C'est vrai que pendant très longtemps, je ne savais pas qu'il y a des gens qui vivent dans leur localité très dure. Cette enquête m'a permis de savoir la façon de vivre, le mode de vie que les femmes souffrent dans leur foyer, en silence, sans savoir à qui parler. C'est avec beaucoup de pitié, je ne sais même pas comment le qualificatif qu'il faut employer. C'est des moments de beaucoup d'émotions que j'ai vécu en écoutant ces femmes-là. Même si c'est de légers pas, il y a des pas qui sont faits pour pouvoir peut-être réduire ce taux de violence, mais à chaque fois, tu te rends compte d'un cas qui te surprend. À la limite, tu te dis que tu as cru ressentir le maximum de choc. Mais en fait, plus on avance, plus il y a des choses qui te choquent encore. Ces 12 enquêteurs composés de 5 hommes et de 7 femmes, sélectionnés, choisis sur la base un peu de leur expérience. Nous avons voulu faire une équipe mixte avec des gens qui ont une expérience de droits humains, de travail avec les femmes, mais aussi des jeunes étudiants qui sont dans le département de sociologie à l'université et qui ont des intérêts un peu académiques portés sur les droits humains. Donc voilà un peu cette équipe-là locale qui a fait le travail d'enquête sur le terrain, qui a été donc supervisée par l'équipe de recherche composée de l'équipe de Chercha et de l'université de l'Aïda. Chemin faisant, nous avons inventé une approche. L'approche, c'est quoi? C'est qu'en général, durant les enquêtes, c'est des questions, est-ce que oui ou non, etc. Et souvent, tu as des réponses fermées, ça ne te permet pas de comprendre la perception. Parce que nous voulions aussi chercher quelle est la perception des gens sur les questions de violence domestique. Et là, il fallait vraiment inventer une approche qui pouvait mettre à l'aise la personne pour pouvoir parler de son cas, parler ouvertement de son cas. Nous avons presque vécu une demi-journée avec chaque enquêteur, qui nous ont ouvert leur maison, qui nous ont ouvert leur chambre, qui nous ont ouvert leur intimité et qui nous ont ouvert leur cœur pour parler de cette question-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas en 1 heure de temps où tu viens, je m'appelle Pape, comment tu t'appelles, est-ce que tu as vécu une violence, oui ou non, mais la personne, elle hésiterait sous une certaine forme à parler. Je voulais faire une petite remarque, de ne pas spécifier le lieu, la localité, parce que c'est souvent des personnes qui habitent avec un entourage et aussitôt l'entourage ou bien la personne qui nous écoute se dira c'est directement telle personne. Alors que nous leur avons promis de travailler avec elle dans l'anonymat. On a trouvé des femmes qui avaient confiance en nous. Au début, on leur a dit que c'était anonymat, c'était juste des questions pour savoir la vie des foyers, les violences que les femmes ou bien d'autres femmes vivent dans des foyers, les hommes que les femmes, ce qu'ils vivent dans leur foyer. De ce fait que eux, à force de discuter avec eux, elles ont accepté. Et je pose souvent la question, y a-t-il des gens qui vivent des situations difficiles, selon vous, dans votre quartier? Souvent, ils te disent,
va dans telle famille, va voir telle personne. Elles aient accepté d'extérioriser leurs problèmes pour que ça leur soulage un peu. Parce que pendant très longtemps, elles gardaient ces secrets sans savoir à qui parler, de peur qu'on en parle dans partout et tout. Ça permet aux gens d'extérioriser leurs problèmes et se briser ce silence très longtemps qu'on risque de mourir avec sans l'extérioriser. En l'extériorisant, c'est comme tu as réglé une petite partie de ton problème. soo gisee ma noppi lu yàgg du question dama ragal wala li ngeen ñëw pour ngeen enquête ma pour ngeen enregistrer ko xëy na dafa am lu ma ci ragal déedéet. Alors, je veux savoir qui c'est réellement parce que... bu leen neexee tamit mun ngeen garder enregistrement bi. Je n'ai pas peur de cette enquête, encore moins de parler sous l'enregistrement, loin de là. Je peux parler devant n'importe qui sans crainte. D'ailleurs, les enregistrements, vous pouvez même les garder, cela ne me dérange pas. Mon demi-frère, de même père, a mis enceinte ma fille aînée. Oui, mon petit frère, au moment où je me tuais pour obtenir gain de cause, mon frère violait ma fille jusqu'à ce qu'elle la mette enceinte. J'étais dépitée, j'ai tout laissé. J'ai baissé les bras parce que c'était difficile pour moi. J'étais complètement abattue. Ça s'est passé ici, dans cette maison, en présence de ma mère, et elle a voulu cacher cela. Ma mère était bel et bien au courant. C'est pour cela que j'ai tout abandonné. Je n'ai pas porté plainte, je n'ai rien fait. J'essaierai de vivre aux limites de mes capacités avec mes enfants. Puis, je me suis éloignée de ma famille, je me suis éloignée de tous ces gens-là qui étaient au courant et qui ne m'ont rien dit, qui n'ont pas levé le doigt, qui ont pensé qu'il ne fallait pas dénoncer. Il y a ce poids de la société qui les indexe souvent. Il a amené son frère à la gendarmerie, il a amené son frère à la justice, alors que c'est parce que les faits sont graves. Dans les familles, ils disent « reviens à la raison, c'est un accident, c'est ceci ou cela », mais pour aller à la justice, la plupart du temps, les gens n'y vont pas parce qu'on fait tout pour t'en empêcher. Il ne nous considère pas comme ses propres filles, il nous considère comme ses propres femmes. Donc c'est son comportement qu'il a sur nous, c'est pourquoi il ne me plaît pas. Il n'avait toujours pas abandonné ses désirs. Un jour, il est venu dans ma chambre tôt le matin, il a soulevé la moustiquaire et il est monté sur moi. Mon propre papa, mon géniteur qui monte sur moi, et je me suis levé brusquement avec ma grossesse. Je suis allé jusqu'à prendre un couteau pour tuer mon père. Et par la suite, j'ai rendu le couteau. Je suis parti le dire à ma mère qui m'a répondu que c'est mon père. Tout ce qu'il me fait, je dois prendre sur moi parce que c'est mon père. Un père qui veut avoir des relations intimes avec sa propre fille alors que ma mère est dans la maison. Je lui ai même demandé si c'était lui mon véritable père, si c'est bien lui mon géniteur ou pas. Il s'est lâché contre moi. Jusqu'à présent, notre relation est bien tendue. À première vue, moi, je suis déjà abasourdi parce que la situation que la fille présente et je ne sais pas, c'est tellement dur, complexe à vivre, vu le nombre de souffrances qu'elle accumule. Déjà, une fille qui se fait violer par son propre père, je pense que c'est là où se limite l'atrocité même humaine. S'il est fréquent, oui, parce que en Afrique ici, on n'a pas la culture de dénonciation. Et ce fait fait que beaucoup de violences restent impunies.
parce que les gens ne sont pas informés de l'existence de ces violences, parce que les gens n'en parlent pas, de peur que si vous en parlez, que ça soit les gens se le racontent de bouche à bouche, de bouche à oreille, de génération en génération, et que vous soyez la risée de la communauté. Donc les gens préfèrent mourir avec ça, cette souffrance. Il y en a tellement que voilà, c'est ce qui fait que voilà, les gens ne dénoncent pas. Et tant que les gens ne vont pas dénoncer, ces situations vont demeurer. C'est là qu'il a commencé à dire que je suis mauvaise. Un mariage où je ne suis pas aimée par ma belle famille. Je devais tout faire pour que mon mariage puisse aboutir. Il n'arrêtait pas de m'insulter pour me dire que je suis un fardeau pour lui et que je n'entreprends rien. Au même moment, j'étais enceinte et je n'étais pas encore au courant que je suis victime d'une mutilation génitale. J'en ai trop souffert depuis l'âge d'11 ans. C'est à cet âge que j'ai commencé à voir un gynécologue. J'avais des douleurs au niveau du sexe. Comme je suis victime d'une mutilation génitale, il était au courant de ma situation et que j'ai même dû arrêter mes études pour m'occuper de ma santé. J'avais du mal à écarter les jambes et tout. Quand nous sommes arrivés à Dakar, au début, quand on avait des rapports, ça faisait mal parce que j'avais un stress vaginal qui me dessèche quand il me pénétrait. Par la suite, j'ai compris qu'il en abusait parce qu'il a pris une deuxième femme. Il ne pouvait plus coucher avec moi parce que j'ai un problème vaginal. Nous sommes mariés depuis que j'avais 13 ans et j'ai mon premier enfant à 15 ans. Non, je ne voudrais pas que ma fille endure ce que j'ai vécu. Si elle accepte le chemin que j'ai tracé pour elle, en acceptant de continuer ses études, parce que j'ai ce que, par quoi je suis passée, je ne souhaite pas voir ma fille dans ce chemin. J'ai accouché toute seule, sans assistante parce que le travail m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. Après, nous avons fait venir une sage-femme qui m'a évacuée à l'hôpital avec le bébé. Dès le début, elle a été violentée parce qu'elle a subi un mariage précoce, 15 ans. Donc on peut considérer que c'est un mariage précoce. Non seulement son mari se débrouillait, il travaillait, mais il se débrouillait de part à d'autre parce qu'ils allaient au champ, ils travaillaient. Tout ce qu'ils récoltaient du champ, et c'est ce qu'ils mangeaient. À un moment, je pensais même au suicide. Je n'avais plus le goût de la vie. Je voulais mettre fin à ma vie. Aujourd'hui, rien ne peut m'émouvoir, rien. Je n'ai jamais été heureuse depuis mon mariage jusqu'à mon divorce. Jamais je n'ai été heureuse auprès de mon mari. Mon mari avait pris pour habitude de communiquer avec une femme au téléphone la nuit. Il parlait avec une femme jusqu'à des heures très tardives. À son retour, il me dit « Sale garce, écarte tes jambes ». Quand il a pris une seconde épouse, les problèmes que j'ai rencontrés pour ce mariage ont eu des impacts sur ma seconde fille. Au début, elle parlait et entendait, mais elle a fini par perdre l'audit. J'ai demandé le divorce en 2019. En ce moment, nous sommes en instance de divorce et tout ce que je souhaite, c'est d'avoir de l'aide pour mettre un terme à ce mariage. J'ai eu ma dose, j'en ai fini avec ce mariage. On ne les encourage pas au divorce, mais quand c'est irréversible, quand c'est un cas qu'on ne peut pas gérer en maintenant la personne dans le foyer, on ne force pas. Parfois, ne pas être ensemble peut être une solution. Moi, je crois que c'est une question d'éducation, surtout concernant le masculin. Il faut que dès le bas âge, à la maison, éduquer, mettre au même pied d'égalité la fille et le garçon. Ne pas dire ou faire, ça c'est le travail de la fille, ça c'est le travail du garçon. Il faut que le garçon puisse cuisiner quand il le faut. Il faut qu'elle puisse faire la vaisselle. Il faut qu'elle puisse faire le linge, comme la fille le fait. Dès qu'on arrive à installer ce climat à la maison, moi je crois que le garçon évoluera avec cette tendance. Et puis ça va réveiller
les fibres de sensibilité. On suppose que dans sa phase majoritaire, il ne fera pas partie des hommes qui vont violenter sa femme. Parce qu'il aura compris déjà. Il y aura cet aspect égo qui des fois se développe chez le masculin ne prendra pas le dessus. La masculinité positive. Voilà, c'est ça. On peut être homme, mais on doit soutenir les femmes. Il saura doser, il saura équilibrer. En tout cas, il saura prendre en charge son couple. Pour la protection des enfants, voilà, donc on est engagé, quoi. Donc c'est un engagement et on ira jusqu'au bout. Même s'il faut aller en Chine pour que nos enfants soient mieux protégés. Quand il y a des heures dans un couple, mieux vaut se chamailler, mais loin des enfants, malgré ce que vous vivez. Mon premier mari et moi sommes de la même famille. Donc je peux dire que c'était un mariage de famille. Et l'expérience que j'ai tirée de ce mariage, c'est que plus jamais dans ma vie, et même dans la vie de mes enfants, je ne laisserai une chose pareille se faire. Je n'ai confiance en personne. Même pour solliciter de l'aide, je n'ai confiance en personne. D'ailleurs, si quelqu'un m'approche aujourd'hui, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je me suis inscrite dans le groupe des femmes violentées. Elle pense vraiment que pour résoudre tous ces problèmes-là, aujourd'hui, elle pense que c'est seulement la justice qui peut régler ces problèmes-là. Pour elle, les violences que vivent les femmes, il ne faudrait pas qu'ils les taisent. Il faudrait qu'ils dénoncent, que la justice puisse faire son travail. En parcourant les femmes visitées, c'est des femmes en 90% qui n'ont pas été à l'école, qui ignorent leurs droits, car elles n'ont pas eu le temps de se former pour entrer dans le mariage. Elles n'ont pas été à l'école. Donc, elles sont parties très jeunes dans le mariage. Elles voulaient être scolarisées. Le temps de la scolarisation va lui permettre de ne pas faire un mariage précoce. Quand on discutait et tu leur dis non, tu devais faire ça et faire ça, il dit ah bon, ça existe, je ne savais pas. Donc elles ne connaissaient pas leurs droits. Selon nos pesanteurs socio-culturelles, le mari a toujours raison. Donc là, quand tu vas parler avec un autre, tu risques même d'être indexé par la belle famille qui dit que tu es en train de vilipender le mari. Même s'il te fait du mal, tu souffres en silence. Il faut sensibiliser, accompagner les femmes, les sensibiliser. Il faut faire comprendre et faire connaître les femmes leurs droits et leurs devoirs, mais surtout leurs droits. On a beaucoup plus d'organisations qui s'occupent de cette question des droits humains, des droits des femmes et de l'enfant, ici en Casamance, plus qu'ailleurs au Sénégal, parce que tout simplement, nous sommes dans une région qui a connu le conflit et qui a connu un niveau extrême de violation des droits humains et particulièrement des droits des deux cibles que sont la femme et les enfants. Donc c'est cela qui explique un peu cette masse critique d'organisation au niveau de la Casamance. Si mes enfants m'écoutent, ils ne commettront jamais l'erreur de le faire, l'erreur que moi j'ai faite. Je ne sors pas trop, mes sorties sont limitées à mes heures de travail. Et après le travail, je rentre aussitôt. Donc, elle était obligée à chaque fois d'aller chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille. Et c'est une femme qui souvent allait en mer chercher le poisson. Et en mer, ce n'est pas le matin qu'on peut trouver du poisson. Parfois, il faut attendre que les pirogues remontent. Et c'est parfois vers midi ou plus qu'elle peut trouver le poisson et repartir chez elle. Mais par jalousie, pour lui, il ne donne pas et il arrive que la femme quand même apporte quelque chose à manger. Alors pour ces cas-là, il est jaloux. Bon, je ne dois pas commenter
mais c'est des choses que les femmes subissent. Hein. Tu ne pars pas par-ci, ne vas pas par là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, alors que réellement, le mari n'a parfois pas les moyens de subvenir aux besoins de la famille. Et donc, c'est un devoir, c'est le devoir de la femme d'aller chercher de quoi nourrir sa famille. Ça peut paraître contradictoire, mais nous sommes dans une région, la Casamance, qui traditionnellement donne une importance capitale à la femme. Par exemple, les bois sacrés, on sait que dans certains bois sacrés, ce sont les femmes qui tiennent les rênes du pouvoir. Alors, ça peut paraître contradictoire à travers ces recherches-là qu'on voit, et c'est cela qui a été surprenant, qu'on voit qu'on est arrivé dans certains cas de violence extrême qui ont été adressés à cette cible-là. Quelle que soit l'importance traditionnelle qu'on donne à la femme, n'échappe pas à un phénomène sociétal tel que les violences domestiques, comme on le connaît un peu partout dans le monde. Toutes mes pensées vont vers mes enfants, surtout avec l'endroit où nous vivons, un endroit vraiment défectueux. Mais elle est restée là parce que pour elle, elle devait se débrouiller. Quand son mari vivait, cette femme vivait des difficultés. C'est un mari qui n'apportait pas grand-chose, qu'il n'apportait pas parce que c'était un mari qui était alcoolique, mais également parfois il était violent. Il battait sa femme. Et jusqu'à ce que les enfants grandissent, ce sont eux qui se sont opposés à cette violence, surtout physique, que subissait leur maman. Ils se sont dressés contre leur père pour lui dire « C'est parce que nous étions enfants, mais aujourd'hui que nous sommes grands, nous ne pouvons pas te regarder battre notre maman, surtout que c'est elle qui nous apporte le quotidien. Battre notre maman, c'est nous battre en même temps et nous ne te laisserons pas faire. » Une femme doit avoir une complicité avec son mari. Ils doivent communiquer et s'occuper l'un de l'autre. C'est fondamental. Mais on voit que des fois, la femme ne reçoit ne serait-ce qu'un mot doux de son mari. Et c'est très pénible pour qu'une femme. J'ai vu cela et je l'ai également vécu. Avant, les hommes étaient droits et les femmes trop soumises. Les coépouses se mesurent et se comparent aussi sur le côté de la vie sexuelle. Qui est la préférée du mari? Pourquoi ne fait rien avec moi? Je subis une violence car le délai d'attente est très long et l'attente est très difficile pour moi. Étant une jeune femme, je n'ai pas les mêmes besoins que les femmes âgées, mes coépouses. Il faut que le mari traite de façon égale des différentes femmes. Tout cela cause des tensions dans le ménage. Et cela porte des tensions au sein de la famille. Malgré tous mes efforts, parfois, au lieu de recevoir de la reconnaissance, je recevais des insultes et des mauvais traitements. Quand les enfants ont commencé à prendre de l'âge et devenir des adultes, j'ai décidé d'éviter beaucoup de choses parce que si un enfant grandit en voyageant, ses parents se disputent et voire même se battre et devenir adulte dans ces conditions, cet enfant pourrait penser que c'est ça qui est normal, alors que c'est tout à fait le contraire. Il y a des choses qu'on vous dise, ça touche votre orgueil. Même si vous vous sentez inférieur à la personne, vous réagissez sans même le vouloir parce qu'il y a des mots qui ne sont pas faciles à digérer. Tout ceci faisait qu'on se battait. Un jour, je reçois un appel de l'école. Quand je viens, on me fait savoir que ma fille est enceinte. Une jeune fille de 15 ans, sans mari, avec des parents pauvres, c'est un coup dur pour une femme qui se bat nuit et jour pour que ses filles ne manquent de rien. Quand nous sommes rentrés, je lui ai demandé d'appeler l'auteur de la grossesse. Elle est partie avec le neveu de mon mari. Ils l'ont vu et expliqué la situation financière. C'est un Jakartaman. Il n'est pas jeune comme ma fille. Ensuite, il leur a dit qu'il reviendra le soir parce qu'il confiait son argent à quelqu'un et qu'il va le récupérer. Depuis ce jour-là, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui.
et il a complètement disparu. Là, c'est une famille là où le mari s'est suicidé. Le mari était timide, il parlait peu. Et c'est sa femme qui lui taquinait. Ce jour-là, on discutait et on lui disait d'aller prendre son petit déjeuner. Il m'a dit d'accord, mais je vais aller à la boutique d'abord parce qu'il n'avait pas encore de corde. Ma vie était écrasée, sombrée dans le noir. Et là, ses parents me maudissaient en disant que je suis une sorcière, que j'ai poussé à mon mari à se suicider. Ils m'ont laissé depuis ce jour. Depuis que mon mari est décédé, je n'arrive pas à en savoir sortir avec les dépenses quotidiennes. Parallèlement aux enquêtes qui ont été faites dans les ménages pour voir les violences domestiques, nous avons aussi fait des entretiens où on a fait faire dans des écoles des rédactions. L'idée, c'était de voir quelle est la perception aussi des enfants qui sont souvent observateurs de ces violences, peut-être souvent aussi qui sont même victimes de ces violences. Et donc, nous avons été surpris de voir vraiment le niveau de compréhension de cette thématique des violences domestiques. Et nous avons été surpris également de voir comment ces enfants-là aussi pouvaient être sujets à pouvoir même faire des propositions de solutions. Oui, il y a beaucoup de futurs. Il y a beaucoup de futurs. On essaiera de s'appuyer sur les résultats de cette étude pour bâtir peut-être dans une seconde phase beaucoup plus de recherche-action que plutôt de recherche seulement. Parce qu'on a en face quand même une demande qui est en face, une demande de prise en charge des questions de violence domestique. On vivait bien avec mon mari. Nous avions une bonne relation. Nous avons commencé à avoir des problèmes quand il a pris une seconde épouse. 2 femmes pour un même homme qui ne travaille pas, c'est difficile. Quand je repense à tout ce à quoi nous sommes passés jusque-là, plus rien ne m'émeut. Quand je dors, je fais des cauchemars parfois, je perds le sommeil. Je pense personnellement qu'avoir une femme qui s'occupe bien de toi, qui satisfait le moindre de tes désirs, garde tes enfants, en retour, tu ne devrais pas la faire souffrir, jusqu'à aller chercher une autre. Depuis qu'il a pris la seconde épouse, je souffre. Je souffre parce qu'il est parti sans même me prévenir. Jusque-là, je me demande pourquoi. Dans cet abandon, ce qui me réconforte, c'est les enfants. Parfois, malgré que je ne sache ni lire ni écrire, mais je tente quand même de les intimider en leur demandant de me réciter leurs leçons. J'ai essayé de leur apporter une éducation. Et ce qui me réconforte le plus, c'est le résultat scolaire. Ils apportent de bonnes notes. Pourtant, je ne comprends rien, mais je tiens le cahier et je les écoute. Parfois, je tente un coup de gifle en leur disant « Hé, tu n'as pas bien écrit ou bien tu n'as pas bien récité ». C'est une façon pour moi de les encourager à apprendre leurs leçons. Je leur faisais faire leurs devoirs à la maison et je leur faisais comprendre la situation que nous vivions parce que leur père nous a abandonnés. Je pense que c'est une bonne leçon qu'elle est en train d'apporter à ses enfants en les exhortant au travail non seulement, mais en leur faisant comprendre qu'il ne faudrait pas devenir également demain un homme ingrat. Il l'a même répété, les hommes sont ingrats. Il pense que quand les enfants vont réussir, ça lui permettra de souffler. Ça leur permettra également à eux, les enfants, d'avoir un avenir meilleur.